Bonsoir professeur Duré, merci de prendre du temps pour nous et pour répondre à cette interview vidéo. Pour commencer, la première question que je souhaiterais vous poser, c'est une question finalement que peut-être tout le monde vous a déjà posée 36 fois. C'est comment vous est venue cette idée de l'empreinte optique ou de l'empreinte numérique? Je ne sais pas quel était le premier terme auquel vous pensiez d'ailleurs. Mes chers amis, mes chers confrères, parce qu'on est confrères, vous le savez, dès la première minute on rentre dans une école dentaire et jusqu'à notre dernier souffle. Donc mes chers amis, mes chers confrères, là, je dois avouer que ça me fait un grand plaisir d'abord, en effet, de parler pour Clinique, puisque Clinique est une revue particulièrement agréable avec qui j'ai collaboré quelques fois et qui m'a toujours ouvert ses colonnes avec gentillesse, délicatesse, etc. Donc c'est vraiment un plaisir de dialoguer avec vous et surtout bien sûr sur un de mes sujets qui me plaît le plus, qui est l'empreinte optique, qui est pour moi mon invention phare. Alors l'empreinte optique, elle est née d'abord d'un passé. Avant d'aller à l'école dentaire, donc en deuxième année, j'avais fait la faculté des sciences. J'avais atteint le stade de la maîtrise de chimie, avec plutôt la chimie moléculaire, d'ailleurs pour être précis. Et je m'étais beaucoup intéressé au système thermodynamique, et à la physique et à la mécanique quantique, donc à tout ce qui se rapporte au système thermodynamique. Et je me retrouvais à Dentaire, dans les sous-sols de la place des Perrets à Lyon, que tous mes confrères reconnaîtront, qui viennent de Lyon. Et j'étais obligé de couler des plâtres avec du stence. Et puis le plâtre qu'on me faisait couler, moi, il avait une petite canine toute seule que je cassais systématiquement en la démoulant. Alors d'un côté, j'avais fait de la physique des systèmes et en plus d'ailleurs de l'holographie avec Jacques Dumas, un de mes grands professeurs, enfin plutôt de l'irradiation laser à rugby. Et on avait beaucoup parlé d'holographie, puis d'un autre côté, donc c'est du 3D, l'holographie, puis d'un autre côté, je faisais du 3D avec du plâtre et je cassais régulièrement mon modèle et ça m'était particulièrement insupportable. Et là, je me suis dit, là, il y a un truc qui ne va pas. Alors, j'ai essayé de comprendre et j'ai découvert qu'en dentisterie, toutes les méthodes étaient imprécises. Toutes les méthodes étaient imprécises. Alors, il y avait des belles courbes de précision et d'imprécision. On nous disait qu'il fallait attendre 3 heures pour arriver à une bonne précision. On nous disait qu'il fallait mettre d'épaisseur pour pouvoir mettre une couronne. On nous disait même que soyez pas trop précis parce que la couronne, elle va pas rentrer dans la bouche du patient. En un mot, on nous disait qu'il fallait être précis, mais pas trop. Bref, alors il y avait une espèce d'antagonisme entre ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Précis, imprécis. Alors là, je me suis dit, là, il y a quand même fondamentalement un truc qui va pas, et c'est là où dans ma tête de chimiste de la fac des sciences, je me suis dit là il faut peut-être que je trouve une solution et que cette solution me résoudra le problème de ma petite canine. Et j'ai ramené, si vous aimez mieux, toutes ces imprécisions, d'ailleurs c'est l'objet du premier chapitre de ma thèse, j'ai ramené toutes ces imprécisions à un seul système porteur de l'information. Et ce système, qui est un système thermodynamique, ouvert ou fermé, d'ailleurs ce système, je l'ai appelé le système thermodynamique, le système odontologique, système dentaire, parce qu'on n'utilisait pas le terme odontologique à l'époque. Donc toute la précision était portée par un système. Alors si j'arrivais à maîtriser l'énergie de ce système, donc il n'allait pas grossir ou diminuer, puisque l'énergie allait être constante, et j'allais pouvoir préserver ma précision. Ce qui fait qu'avec ma méthode, j'allais plus casser ma canine. Le gros problème, c'est que dans cette énergie, il y en a deux. Il y en a une qu'on maîtrise et puis une qu'on ne maîtrise pas. Et que ce seul système thermodynamique dentaire, il était caractérisé comme tout système thermodynamique par deux énergies, qui sont l'entropie et l'enthalpie. Donc je ramenais toutes nos déformations à un seul système qui est un système énergétique. Et ce système énergétique, pour moi, est composé de deux énergies, l'un maîtrisable, qui était l'enthalpie, et l'autre complètement inaccessible, qui était l'entropie. Alors l'enthalpie, on pouvait jouer dessus, en jouant sur la température, la pression, tandis que l'entropie, on ne pouvait pas, parce que c'était lié à la structure moléculaire. Alors je me suis dit, en dentisterie, si je veux être précis, il faut que je trouve une méthode pour arriver à faire ma fameuse canine dans laquelle je mettais ma petite pointe. Il faudrait que je trouve une méthode qui fasse que l'enthalpie soit très importante, mais l'entropie très petite, très peu influente sur ma mesure. Alors à ce moment-là, je suis rentré donc dans ces formules, dans ces fondements de l'énergie, et après avoir réfléchi à gauche, à droite, au milieu, ça c'était durant l'année 70.
À Noël 70, j'étais avec un oncle qui était un mathématicien connu, qui avait été sous-directeur de l'école navale. J'avais mon oncle dentiste, mon père qui faisait un petit peu de modélisation parce qu'il est architecte. On a beaucoup discuté et c'est à ce moment-là que j'ai associé. Je me suis dit, ben, finalement, pour faire des belles empreintes et faire très peu d'entropie, très très peu d'entropie, il faut que j'utilise des rayonnements lumineux au lieu d'utiliser de la pâte. Parce que la pâte, c'est un système lourd, compliqué, qui varie parce qu'on fait des prises, etc. Il faut que j'utilise un système optique. Puis je me suis dit, toujours dans la nuit, hein, ça s'est fait dans une nuit. Mais si je fais juste des empreintes avec de l'holographie, ça va faire marrer tout le monde et ça va intéresser personne. Ce qu'avait fait remarquer mon oncle dentiste, parce qu'il m'a dit, si on invente un truc en dentisterie, il faut que ça nous serve dans les cabinets. Alors je me suis dit, bon, bah, ce que je vais faire, et c'est là où mon oncle informaticien était important dans la discussion, ce que je vais faire, ben, je vais transformer ça, je vais usiner des modèles dentaires, c'est-à-dire je vais faire ma fameuse canine, je ne vais pas la couler en plâtre, mais je vais l'usiner à partir de mon hologramme. Puis durant la nuit, toujours, je me suis dit, ouais, mais je ne vais pas quand même faire une véritable machine à vapeur comme ça, juste pour faire un modèle. Et c'est à ce moment-là que j'ai imaginé les dents théoriques, et je me suis dit, je vais déformer les dents théoriques dans cet environnement que je prends en empreinte optique. Voilà. Alors ça me donne voilà comment est née l'empreinte optique. Le lendemain matin, la chaîne était complète. Je me suis réveillé au petit déjeuner. J'en ai rediscuté avec mes oncles. Ils m'ont tous dit banco, c'est une bonne idée. Mon oncle a dit c'est une connerie parce qu'on ne pourra pas se l'acheter. Évidemment, hein, ça je le comprends. Mon oncle Bernard, d'ailleurs, tous ceux qui m'écouteront l'ont bien connu puisque pendant des dizaines d'années on a travaillé ensemble. Et donc, ce système était complet, ficelé. Et après, mon travail n'a été que de le rendre réaliste, fonctionnel. Ça a été tout le travail de mes 50 années qui ont suivi et qui ont évolué, comme vous le savez. Alors, je reviens juste sur un point parce que vous avez dit empreinte optique ou empreinte numérique. Alors, sachez que pour un physicien, l'empreinte numérique, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur parce qu'on ne mesure pas avec des chiffres. La mesure est une méthode. Et la méthode, elle s'utilise des moyens physiques qui peuvent être le palpage, qui peuvent être le micropalpage, qui peuvent être l'ultrason ou l'optique ou même les rayons X. Donc, dans notre cas, on fait une empreinte optique. Par contre, ensuite, le modèle, lui, il est numérique. Alors, chaque fois que je vois empreinte numérique, je fais des bonds évidemment de 10 mètres sur mon fauteuil en disant en voilà un encore qui ne comprend pas. Quand on fait de l'empreinte avec des rayonnements, quels qu'ils soient, c'est une méthode physique. Et ensuite, ça devient numérique. Et vous disposiez en fait de quel matériel au tout début? Parce qu'il y a une fameuse vidéo qu'on voit toujours 10 ans après, donc à l'ADF. Parce que peut-être rappeler en quelle année vous avez passé cette nuit blanche. En gros, en termes de matériel utilisé, il y a eu 3 grandes étapes. La première étape, c'est la méthode, ça a été l'holographie. J'ai cru à l'holographie à peu près jusqu'en 78-79. D'ailleurs, tous les gens dans le monde pensaient que l'holographie était une bonne méthode. Et c'est que lorsque j'ai voulu mettre ça au point, que je me suis rendu compte que c'était trop lourd, trop compliqué, fallait que le patient bouge pas pendant une demi-heure, fallait être dans une chambre particulière, enfin c'était complètement irréaliste pour notre métier. Parce que mon souci, à partir de 73, j'étais dans mon cabinet, hein, j'étais à la mine de sel, je travaillais, j'avais mes 20 patients par jour, j'adorais ça d'ailleurs, mais je travaillais, donc on prend une réalité dentaire quand on travaille. Et je me rendais compte que le moyen pour prouver, il fallait que ce soit réaliste. Alors là, je me suis tourné, d'ailleurs avec un de mes jeunes confrères, je me suis tourné vers une méthode qui était une méthode de Moiré, qui est toujours une méthode, je dis s'il y a des opticiens qui écoutent, toujours une méthode interférométrique, ils le savent, une méthode d'interférométrique macroscopique qui permet de faire apparaître sur les dents des courbes de niveau. Alors ça a duré jusqu'à la démonstration de la garancière, qui a été évidemment une étape très importante. Puis de la garancière jusqu'en 85, la fameuse couronne, la première couronne de CFAO qui a été posée en bouche, j'étais passé du Moiré simple, optique, qui avait été développé par un Français, d'ailleurs, enfin disons mis à la mode par un Français qui s'appelle Dantu sur les travaux de Laure Relègue. Mais en gros, quand je suis passé en 1985, j'étais dans une technologie beaucoup plus compliquée,
développé par deux de mes amis qui étaient des opticiens de très haut niveau, puisqu'il y en a un qui a presque eu le prix Nobel d'optique. Donc c'était la méthode dite de phase profilométrie à projection conique. En gros, là encore, je le dis pour les opticiens, pour qu'ils se disent pas, les dentistes, ils comprennent pas les technologies physiques. En gros, c'était de la phase profilométrie et à projection conique, c'est-à-dire, à la différence du CEREC, par exemple, je pouvais prendre 3-4 dents d'un coup, puisque ma projection était conique, mais ça voulait dire aussi qu'il fallait que je redresse la déformation. Vous savez, c'est comme dans le fisheye, par exemple. Il fallait que je redresse cette déformation pour avoir les vraies valeurs. Et en redressant, par contre, on perdait des données aussi. Comment ? En redressant, on perdait des données aussi, non ? Non, sans perdre de données. On perdait des données sur les rebords de l'image, si vous aimez mieux, parce qu'il y a toujours des effets optiques, de lumière, de choses comme ça. Mais on avait vraiment des logiciels de traitement d'image que développait d'ailleurs Jean-Louis Blouin. On avait des logiciels de traitement d'image qui étaient très très poussés à l'époque. Les gens s'en sont pas rendus compte, mais les opticiens, eux, s'en étaient rendus compte. La méthode de projection de phase profilométrie a été utilisée par toutes les caméras jusqu'en 2005. Et donc du coup, vu tout le chemin que vous avez mené, toutes ces recherches, au final, vous avez commencé à voir les premiers développements concrets en clinique à partir de quelle année ? Le premier effet clinique réel, disons, on l'a eu en 1984, qui a été démontré en 85 à l'ADF. Mais il faut savoir que l'année 85 avant l'ADF, elle a été faite d'une succession de répétitions parce que c'était pas simple. Et puis il fallait pas se tromper devant les 600 ou 700 dentistes qui étaient dans la salle. Ce qu'il faut pas oublier, et là encore, et je rends hommage, vraiment un immense hommage à l'équipe de Henson, parce que sans tous ces ingénieurs, je ferais rien. Hein, c'était un travail d'équipe formidable. Et il faut savoir que la démonstration de l'ADF, et la première démonstration mondiale, tout le monde parle du CEREC, et je suis très ami avec Werner Meuermann, hein. On était encore ensemble à Genève au mois de janvier dernier, mais disons que c'est la première présentation d'un système de CFAO était le système français de la société Henson, et ça a été la réalisation d'une couronne en bouche, qui avait été évidemment répétée, préparée, tout ce que vous voulez, mais tous les éléments ont fonctionné. Vous avez un suivi d'ailleurs de combien d'années sur cette première couronne ? Combien de temps vous avez pu suivre ? Je l'ai répété 4 ou 5 fois, puisque l'avantage de la CFAO, c'est qu'on peut la répéter. Et je l'ai donné à certaines personnes pour qui j'avais une très grande estime, comme dont un prothésiste très connu, Mutertis, qui m'a fait en remerciement, qui m'a fait un splendide bridge à la Mutertis d'ailleurs, que j'ai dans mes souvenirs. Et donc des échanges, si vous aimez mieux, des échanges chaleureux. Donc en 83, première présentation du prototype, et 85, première démonstration. Et j'insiste beaucoup, c'est des démonstrations publiques. C'est-à-dire que ce n'était pas fait dans un laboratoire avec un bel article où on dit qu'on est les meilleurs du monde. C'était fait devant les confrères, en direct, et si ça avait planté, ça aurait planté devant les confrères. On ne pouvait pas tricher. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'aspect public d'une présentation, c'est qu'on est vraiment face à la réalité, on est live, comme tout de suite d'ailleurs, tous les trois. Comment vous pouvez expliquer que cet engouement pour l'empreinte optique ait pris tant d'années ? Alors, quand on est préparé, je vous avais dit 30 ans, puis vous m'avez corrigé plus que ça. Pourquoi finalement, c'est seulement, j'allais dire presque seulement aujourd'hui, c'est dans les années 2010 que vraiment ça prend... C'était une très bonne question. Hein. D'ailleurs, toutes vos questions étaient particulièrement pointues, il y en avait peu, hein, mais elle me faisait plaisir parce que c'était des questions que j'aime qu'on me pose. Bon, la première, tout le monde me la pose. Hein. Vous aviez raison, d'ailleurs, vous l'avez très bien dit avant tout le monde me la pose. Celle-ci, moins de personnes la posent. Alors, il faut savoir qu'il y a eu 2 temps, comme je vous l'ai expliqué d'ailleurs dans ma réponse. Il y a eu un premier temps avec une très belle percée du système de Henson, qui est arrivé qui a vécu jusqu'en 1994 à peu près. Il s'est appelé Henson jusqu'en 91, puis Sofa Bioconcept jusqu'en 94, et la société a disparu. À ce moment-là, les Français étaient en avance dans le monde entier. Il n'y avait qu'eux d'ailleurs, puisque le CEREC ne faisait que des copies de cavité
avec 400 microns de précision, sans surface occlusale. Je vous rappelle, il fallait la faire à la main. La surface occlusale, ce que les gens oubliaient, c'était simplement une copie de la cavité. Parce que, d'ailleurs, à Genève, si vous écoutez l'interview, parce qu'on a été filmés tous les deux, donc Werner a découvert nos travaux plus tard, quoi. Et donc, en gros, on avait atteint le stade du bridge, qu'on usinait, on avait atteint le stade de la couronne, on avait l'occlusion statique et dynamique. D'ailleurs, à ce sujet-là, il faudra revoir l'historique des appareils d'occlusion dans la revue. Il y avait aussi des attachements. On avait usiné les premiers implants, et tout ça dans céramique, du titane, etc. en 94. Et puis, la société, comme disent les Américains, disappear. Elle a disparu. Elle a disparu pour des raisons purement financières. Donc, le projet s'est arrêté et la CFAO s'est retrouvée au stade du CEREC 1, c'est-à-dire d'un appareil finalement qui ne prenait qu'une dent, qui ne faisait qu'une cavité et qui ne faisait pas de surface occlusale. C'est-à-dire, on est pratiquement revenu à la case zéro. Et donc, il a fallu attendre l'arrivée du CEREC 2, qui avait deux outils. Le CEREC 2, deux outils, très belles machines-outils d'ailleurs, puis surtout le CEREC 3 dans les années 2004-2005, pour voir revenir la CFAO au stade où était Henson. Donc, vous voyez, il y a eu 15 ans finalement, tout est revenu à zéro. Donc tout est revenu doucement, lentement, mais pas avec la même passion, parce qu'il faut bien reconnaître que l'échec d'Henson avait fait peur aux industriels, aux investisseurs, et les gars mettaient moins d'argent dans les équipes de recherche, parce qu'ils y croyaient moins. Alors donc le retard est venu de la chute de Henson. Ça a été la cause. Et je l'ai bien vécu, puisque après j'ai travaillé avec GC au Japon, donc j'ai bien vécu la disparition de tous ces logiciels. Bon, ça n'a pas été perdu pour tout le monde, puisque Jean-Marc Perrault, qui était mon prothésiste chez Henson, est devenu le fondateur patron de Dental Wings, par exemple. Bon, vous avez des grands noms qui sont devenus qui sont connus. Meyer était aussi le responsable de Sirona pendant longtemps. Enfin, tous ces gens-là, qui étaient notre responsable en Allemagne, tous ces gens-là se sont un petit peu dispersés dans les autres équipes. La disparition d'Henson a été une explication assez dure de la chute, du retard de la CFAO. Mais aujourd'hui, elle est plus en retard. Aujourd'hui, elle est belle. Aujourd'hui, donc là, on est en 2021 et on a encore très peu de cabinets qui s'équipent d'une caméra optique, d'un scanner intraoral. Et de plus en plus, les praticiens s'équipent, mais ils ont très peur en fait de franchir le pas du numérique et de l'empreinte optique, ce qui est assez quand même incroyable 50 ans après cette découverte et tous ces développements. Qu'est-ce que vous pourriez leur transmettre à ceux, quel message vous pourriez transmettre à ceux qui hésitent? Alors, il y a deux remarques par rapport à votre question. Bon, la première remarque, pourquoi on en est là? Parce que il faut bien dire que quand les universités mettront à leur programme la formation sur les caméras dès la 3e année, le problème, à mon avis, se réduira considérablement et très rapidement. C'est la première remarque que je peux faire. Et la deuxième remarque, alors que dire aux confrères? Surtout pas qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir faire un bridge la première journée où arrive la caméra. Il faut vraiment... on estime qu'il faut entre 6 mois et 1 an de patience, d'utilisation de la caméra pour commencer à maîtriser un petit peu l'outil. Et le secret, c'est exactement comme avec un logiciel. Tout logiciel logiciel que vous avez dans votre ordinateur, c'est un apprentissage. Et il faut l'accepter. Alors évidemment, si cet apprentissage se passe à l'université, là, on aura moins le problème. Bon, il est vrai aussi que l'investissement est important. Donc, les confrères se disent, bon, j'aimerais que ça marche tout de suite puisque mon investissement est important. Mais malheureusement, les choses ne sont pas comme ça. C'est un apprentissage. Quand ça sera un système qui sera vraiment très intuitif, c'est-à-dire on prend la caméra, on a besoin d'un apprentissage d'une journée et on peut se balader dans la bouche, à ce moment-là, ça sera bien. Alors, vous allez me dire, quel sera le critère? Bon, pour moi, aujourd'hui, le critère, c'est la profondeur de champ. Le jour où la profondeur de champ sera quelconque dans la bouche, c'est-à-dire qu'on mette la caméra n'importe où,
on prend l'empreinte. À partir de cela, on aura une caméra qui sera extrêmement intuitive. Et du coup, on se posait cette question de la place du prothésiste, et c'est vrai que c'est un peu une peur de certains, en disant que finalement, vu tous les développements numériques, est-ce que justement ces développements n'empiètent pas sur le travail du prothésiste? Nous, ce qu'on remarque dans nos pratiques, c'est que finalement, grâce au numérique, la communication, au contraire, est plus importante avec les prothésistes et de meilleure qualité. Mais finalement, comment voyez-vous l'évolution du métier de prothésiste dans les années à venir avec le numérique? Pour moi, le prothésiste va être de plus en plus le manipulateur des logiciels, des machines-outils, des matériaux. Ça va être le collaborateur extrêmement étroit du cabinet dentaire. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet dentaire, j'avais 2 prothésistes, demeure. Je ne pouvais pas séparer mon métier de dentiste avec celui de prothésiste. Et on travaillait vraiment à l'unisson. C'était deux métiers inséparables. Je pense qu'on va revenir à cette forme-là, je pense. Alors les gens me disent non, ça va être des grandes structures de prothèses par rapport à des cabinets isolés. J'avoue que je ne sais pas. En tout cas, la place du prothésiste est très solide. À la différence de ce qui se pensait au début, le prothésiste se voyait disparaître. C'est pas du tout ce qui va se passer. Le prothésiste ne va pas disparaître parce que, à moins, il y a toujours eu des dentistes qui faisaient de la prothèse. Vous le savez, il y en avait 1-2% qui faisaient de la prothèse parce qu'ils aimaient faire leur prothèse. Demain, je pense que les prothésistes réaliseront les prothèses et qu'il y aura des proximités. Est-ce que les machines-outils seront dans les cabinets dentaires pour usiner les provisoires? Vous voyez, ça va être une organisation très étroite entre laboratoire et prothésiste, cabinet et laboratoire. Si vous étiez ce jeune chercheur aujourd'hui, là, en 2021, sur quoi vous investiriez votre temps? C'est toujours, comme je vous l'ai dit, c'est toujours difficile. Bon, pour moi, basiquement, j'ai appelé ma thèse en 73, je l'ai appelée empreinte optique. Pourquoi? Parce que la digitalisation des données est la véritable rotule de la dentisterie future, actuelle et future d'ailleurs. Quand vous faites une digitalisation des données, vous rentrez dans le diagnostic, de l'orthodontie, système Invisalign, etc. Dès l'instant que vous digitalisez. Alors, je ferai de l'imagerie pour ça déjà, ça serait un de mes choix, c'est-à-dire d'optimiser cette notion d'imagerie. Ça serait mon premier choix. Mon deuxième choix, ça serait peut-être d'étudier de très près dans l'intelligence artificielle les systèmes experts, c'est-à-dire je dirais plutôt les systèmes autocorrectifs. Je l'avais décrit il y a une dizaine d'années dans un article, c'est-à-dire en un mot l'outil qui corrige l'erreur que le praticien répète. Et donc cette notion de système expert me paraît assez formidable pour nous faciliter nos diagnostics, pour nous faciliter nos gestes, etc. Voilà, je me donnerai dans l'intelligence artificielle et l'imagerie. Et que pensez-vous de la robotisation? Est-ce que vous pensez que la robotisation va s'ancrer dans nos cabinets dentaires et que finalement on sera derrière notre écran à commander un robot qui exécutera l'acte à notre place? Vous avez peut-être vu, non, cette démonstration, cette preuve de concept avec le robot chinois qui posait un implant. Je crois que le patient était sanglé et sous anesthésie générale. Je ne suis pas surpris. D'ailleurs, ce type de travail a commencé à l'École polytechnique en France il y a 30 ans. Donc vous voyez que c'est pas quelque chose de récent. Simplement, les Chinois ont des moyens que nous n'avons pas. Et nos chercheurs de l'École polytechnique n'ont pas pu terminer leurs travaux. Il y a aussi Uchiyama au Japon qui avait fait un article dans les années 70 sur le sujet. Moi, je pense que oui, on va avoir une robotisation des actes. Comme aujourd'hui, le chirurgien du crâne, par exemple, a la robotisation de ses actes. Quand vous travaillez dans le crâne, maintenant, c'est très rare les interventions directes. Ce sont les robots qui travaillent. Et ils sont dirigés à l'écran par le chirurgien. Et donc, je pense qu'on sera exactement dans le même cas. Oui, je le crois. Ça, je le crois. Alors, si vous voulez le fond de ma pensée, je vous réponds oui. C'est affreux de dire ça, mais je pense qu'on aura des moyens de reconnaissance. Ça serait vous mentir si vous aimiez pas vous dire ce que je pense. Si vous voulez le fond de ma pensée, oui, mais pas maintenant.
Vous voyez, je vais vous donner un exemple. C'est ce que je vous disais quand j'ai répondu dans l'article, ce qui m'enquiquine, chaque fois que je donne des axes de recherche, les gens les prennent et ensuite ils m'oublient. Alors là, bon, voilà un exemple, vous verrez, on va voir ce qui se passe. Je vais vous en donner un exemple d'ailleurs d'oubli. Le premier prix de l'ADF l'année dernière, ça a été sur un matériau fibré et architecturé. Ce matériau fibré et architecturé, c'est la copie conforme de l'Aristée qui a été développée par SPAD il y a 30 ans. Eh bien, je suis allé les voir très gentiment, pas pour des raisons de revendication, simplement pour qu'on rende hommage aux chercheurs qui avaient quand même fait ça avant, mais personne ne s'en est rendu compte. Vous voyez, donc voilà un exemple. Alors, vous savez qu'avec la caméra SoPro, qui est maintenant corrigée par d'autres caméras, comme la Switch-App, vous avez la détection automatique des zones carieuses, etc. Donc, si vous aimez mieux, dans l'image 3D, le robot aujourd'hui sera capable de situer où se situe la carie. Si en plus vous avez une projection continue de rayonnement qui suscite et qui vérifie la carie, entre d'ailleurs la vraie carie ou la fausse carie, vous savez, les fameuses... eh bien, ça c'est très possible et c'est pas facile, mais enfin c'est du boulot. Vous comprenez, dès l'instant que vous pouvez la situer dans un environnement dont vous connaissez le volume, la structure 3D, il vous suffit ensuite d'avoir un petit robot que vous fixez sur les dents avec une petite fraise au bout et il saura parfaitement où aller pour creuser, puisque justement il y a une détection automatique. Je vous donne un exemple. Alors ça, c'est parmi les travaux que je dirigerai aujourd'hui. C'est peut-être des travaux que je dirigerai, vous voyez. Alors là, je m'appuie sur des choses existantes pour mieux vous les rendre réalistes. Bon. Écoutez, merci beaucoup. Merci vraiment du temps que vous nous avez accordé. C'est un privilège de vous avoir eu. J'aimerais surtout insister quand même sur une chose, peut-être que les gens ne se rendent pas compte, c'est que véritablement l'empreinte optique, elle est née entre vos mains et elle est surtout née en France. C'est vraiment de l'innovation française. Voilà. Je pense que c'est... il faut tout... Je vous ai gentil. Et l'intelligence artificielle. Comme je le disais, parce que ça, on l'a oublié. Merci beaucoup, professeur Duret, et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Pas entre mes mains, mais entre les mains de la dentisterie. Oui. À très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.